Bonjour et bienvenue pour ce 33e épisode d'une histoire de l'informatique moderne. Et cette fois, on va parler des personnages méconnus. Ces héros méconnus mais fondamentaux, ceux dont on ne parle jamais et qui ont pourtant eu beaucoup d'influence. Alors là, à ce niveau-là, il faut oublier les grands noms. On va tourner le dos aux habituels Jobs, Gates et consorts. Et on va parler de personnages moins médiatisés, moins mis en avant et moins célébrés, alors qu'ils ont eu beaucoup d'importance. Alors, pendant tous les épisodes de cette série, bien souvent, on a évoqué justement ces personnages, que ce soit Jeanne Amdal par exemple, Seymour Cray, Eckhart et Mosley au début pour l'UNIVAC, ou même Thomas Watson, senior et junior. Karl Licklider ou même le français Bruno Lussato qui mériterait une bien meilleure place, entre autres. Mais ce qu'il faut dire également, c'est qu'il n'y a pas de James Watt de l'électronique et de l'informatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un personnage central qui est à l'origine de tout et qui a tout déclenché. C'est une série de personnages. Alors que par contre, pour ce qui est de la révolution industrielle, il est clairement et historiquement établi que James Watt, l'Écossais qui a amélioré la machine à vapeur, je dis bien amélioré, qu'il ne l'a pas inventé, c'est pas l'inventeur de la machine à vapeur, mais il l'a optimisé, amélioré, lui a donné des rendements acceptables, et c'est ça qui a permis le déclenchement de la révolution industrielle. Dans l'histoire de l'informatique moderne, il n'y a pas l'équivalent d'un James Watt, mais vous allez voir que dans cette galerie de portraits qu'on va commencer tout de suite, il y a quand même des personnages qui méritent d'être mis en avant. Et on commence tout de suite par Grace Hopper. Alors là, on la voit en grand uniforme parce qu'elle a fini sa carrière dans l'US Navy où elle a eu rang de vice-amiral pour service rendu et c'était bien le moins qu'on pouvait lui faire. Donc, Grace Hopper, elle a commencé à travailler à EMCC, donc la start-up de Eckhart et Mosley. Et c'est elle véritablement qui a permis l'avènement du développement du logiciel d'une façon moderne. C'est-à-dire qu'au lieu de manipuler de l'assembleur, elle a créé le tout premier compilateur en 1951. Et ensuite, quand elle est passée chez IBM, elle est à l'origine du langage COBOL qui apparaît en 1959. Donc c'est un personnage considérable qui, c'est pas exagéré de dire qu'elle est à l'origine du développement du logiciel de l'informatique moderne. Alors c'est également elle, et c'est peu connu, qui est à l'origine de la notion de bug telle qu'elle l'a documentée dans le journal des opérations à EMCC. À un moment, il y avait un papillon de nuit qui avait été grillé entre des lampes à vide. Et c'est elle qui avait dit on a eu un bug et là, cette appellation est restée. Voilà, merci Grace Hopper. Alors Fred Brooks, Fred Brooks, j'en ai parlé souvent. Et là aussi, je considère que c'est un personnage considérable, fondamental. Alors Fred Brooks, il a eu deux carrières, en fait. Une première carrière à IBM, où il a été central dans le projet du 360, puisqu'il s'est occupé, il a été le chef de projet de l'OS 360, qui, comme je l'avais déjà évoqué, s'est très mal passé, a dépassé son délai, son budget, et puis ne couvrait pas toutes les fonctionnalités prévues. Mais c'est cette expérience catastrophique, traumatisante, qui a donné le Fred Brooks seconde manière, qui ensuite a consacré le reste de sa carrière à parler sur la problématique du développement logiciel, l'importance de la gestion de projet. Et c'est lui en particulier qui est l'auteur du livre très connu Mythical Manhunt, je vais y arriver, où il explique qu'il n'y a pas de balle magique, que c'est pas en augmentant toujours plus les équipes qu'on va améliorer, accélérer le développement logiciel. C'est lui véritablement qui est à l'origine
de toute la méthodologie intelligente sur l'ingénierie logicielle qui, hélas, a été trop peu suivie. Encore aujourd'hui, il faut lire et relire son livre Le Moi Homme mythique, qui date, je crois, de 1975, qui pose les bases qui sont toujours valables, encore aujourd'hui. Voilà, merci Fred Brooks. Alors, encore une femme, Sandra Kurtzig. Alors là, c'est un nom très peu connu, et pourtant, elle est, on peut le dire, à l'origine des progiciels avec sa société ASK. Donc, dans les débuts des années 70, elle travaillait pour General Electric dans le cadre de l'activité service bureau, donc c'est l'ancêtre du cloud de General Electric. Et comme General Electric a peu après fermé son activité informatique, elle a quitté son emploi et elle a fondé le groupe ASK, la société ASK, en tant qu'emploi à temps partiel pour pouvoir s'occuper de fonder et de s'occuper de sa famille. Bon. Et c'est grâce à un chèque de $2000 de General Electric, un chèque de commission qu'elle a utilisé pour louer un terminal à temps partagé pour continuer en fait ce qu'elle faisait auparavant à General Electric, mais cette fois pour son compte. Et du coup, elle est déjà, elle a également été une pionnière du travail à distance, du travail, chez soi, avec un terminal informatique. Donc, son tout premier client, Alcyon, lui demande de créer un programme de suivi des stocks qui permettra de fournir efficacement des informations sur la fabrication. Et donc, c'est le tout premier logiciel de MRP, Manufacturing Resource Planning, qui a précédé les ERP, comme celui bien connu de SAP. Donc, c'est elle qui est à l'origine de ça. Et en plus, elle a eu une attitude très intelligente. Elle réinvestissait tous les bénéfices pour la croissance de l'entreprise. Elle a réussi à convaincre HP de commercialiser ses programmes en accompagnant le HP 3000. Enfin bref, on lui doit beaucoup alors qu'elle est quasiment ignorée. Merci Sandra. Alors cette fois, 2 pour le prix d'un. Ce sont les pères, non pas les pères de l'Église, mais les pères du relationnel. Edgar Code et Chris Date. En 69, Code décrit dans un rapport technique le modèle qui va déboucher sur ce qu'on a appelé le modèle relationnel. Ça s'appelait Relational Model of Data on Large Shared Data Banks. C'est un modèle de données relationnelles pour les grandes banques de données partagées. Oui, à l'époque, on disait banque de données plutôt que base de données, mais ça revient au même. Et dedans, il y a les 12 règles de code qui définissent ce qu'est un système de gestion de base de données relationnelle, enfin pour qu'il puisse être considéré comme relationnel. S'il ne respecte pas les 12 règles, il n'est pas relationnel. Bon. Date, pendant ce temps-là, lui, a travaillé chez IBM justement sur les tout premiers systèmes qui appliquaient le modèle relationnel défini par Code. C'est pour ça que les deux sont souvent associés, même s'ils ont relativement peu travaillé ensemble en fait. Donc c'est Code et Date. Dans le domaine du relationnel, ils sont considérés un peu comme inséparables, mais c'est après coup. Donc voilà, c'est grâce à ces deux-là, si on a les GBDR qu'on utilise encore aujourd'hui et sans doute pour un très bon moment. Merci à vous deux. Alors, celui-là, on le connaît, Douglas Engelbart. Il est connu principalement pour l'inventeur de la souris, mais ça, c'est une anecdote dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a proposé. Il est également connu pour la mère de toutes les démos, où il montrait son système bureautique interactif à base de fenêtres, qui était en fait l'ancêtre, le véritable ancêtre de l'interface graphique. Et tout ça, ça remonte à 1968 ou 69, je ne sais plus exactement. Il a fallu ensuite
que le parc de Xerox reprenne ses idées et les développe pour qu'on aboutisse à l'interface graphique, au réseau local, etc., etc. Mais Douglas Engelbart, dans sa fameuse démo, avait montré tout ça. Donc un précurseur comme il y en a eu peu. Et maintenant Gary Kildall. Alors celui-là, j'en ai parlé quand même plusieurs fois parce qu'il est à l'origine de CP/M, qui a été le tout premier système d'exploitation pour microprocesseurs et qui a lancé la vague des micro-ordinateurs avant MS-DOS. Ce qu'il faut savoir, c'est que MS-DOS était dérivé très étroitement de CP/M. C'était en quelque sorte une copie, c'était les mêmes appels de fonctions, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès 1974, Gary Kildall a fait du lobbying auprès d'Intel pour que ces processeurs 8008 et 8080 ne restent pas dans un coin à prendre la poussière. C'est lui qui a impulsé les premiers développements logiciels pour ces processeurs. Et sans lui, on peut se demander si Intel aurait fait les efforts nécessaires. Bon, CP/M ensuite s'est vendu à 250 000 d'exemplaires, ce qui pour l'époque et l'état où en était la micro-informatique est tout simplement énorme. Donc on ne peut pas oublier le rôle instrumental qu'a eu Gary Kildall pour lancer cette vague. Alors, Charles Simonyi, alors lui, il est peu connu, alors qu'on connaît bien son patron, Bill Gates, mais c'était le technicien qui faisait dans l'ombre. Donc il a commencé par travailler au Xerox PARC, où il a écrit le premier traitement de texte avec interface graphique, le logiciel Bravo. Et c'est à partir des idées qu'il a développées dans Bravo qu'ensuite il a pu développer, chez Microsoft évidemment, MS Word et MS Office. Alors là, on le voit avec une tenue de cosmonaute, tout simplement parce que dans les années 2000, il a déboursé 25 millions de dollars de façon à devenir un touriste spatial. Il a participé à deux vols de Soyouz en direction de l'ISS. Bon, il a fait ça pour s'amuser et pourquoi pas quand on a les moyens. Robert Miner. Alors lui, il est quasiment inconnu, alors que pendant que Larry Ellison faisait le beau et vendait Oracle, en fait c'est lui qui le développait. C'est lui qui est à l'origine du développement du SGBD Oracle. Et il en a assumé la direction technique jusqu'en 92 parce qu'après, bah, hélas, il est mort d'un cancer. Donc c'est à Robert Miner qu'on doit une grande partie du succès d'Oracle et il était important de le souligner. Encore une fois, pour ne pas parler ni de Gates, ni d'Ellison, ni de Jobs, mais des autres. Bob Metcalfe. Alors lui, j'en ai parlé déjà plusieurs fois et j'aime bien ce type-là. Bon, de toute façon, je ne parle que de ceux que j'aime bien. Et oui, c'est pas objectif, hein, c'est tout à fait subjectif, c'est ma sélection des personnages méconnus. Et Bob Metcalfe, on lui doit rien de moins que le standard Ethernet et du coup le réseau local. Et il a même créé la société 3Com pour développer, commercialiser l'Ethernet à travers la première carte réseau pour l'IBM PC. Donc on lui doit beaucoup, d'autant plus qu'il a été également à l'origine de la loi de Metcalfe, qui dit que l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs, ce qui permet de mieux comprendre un peu pourquoi dès qu'un système en réseau, quel qu'il soit, démarre, eh bien sa valeur augmente de façon vertigineuse. Alors même si cette loi a été critiquée par certains, elle permet quand même de se faire une idée pourquoi à plusieurs c'est mieux que tout seul. Voilà, merci Bob Metcalfe. Alors ces deux-là, Lincoln Way et Carver Mead, ils sont à l'origine du VLSI, c'est-à-dire la très large intégration de systèmes qui a permis de déboucher entre autres sur
les microprocesseurs de type RISC. Et bon, ils ont écrit un ouvrage fondamental, Introduction to VLSI System, qui est devenu une référence académique et qui a lancé le mouvement de l'intégration à très haute échelle. En plus de ça, Carver Mead est crédité de la notion de la loi de Moore. C'est lui qui, le premier, l'a formulé en observant ce que les progrès, et il l'a associé à un nom connu, Gordon Moore, parce que lui était pas très connu. Et donc il s'est dit que comme ça, la loi avait une chance de rester. Bien vu. On l'a évoqué plusieurs fois, mais c'est le moins connu du Quator qui est à l'origine de Sun, encore que Vinod Khosla est pas très connu non plus, qui a eu une autre carrière après Sun en tant que venture capitaliste successful. Mais Andy Bechtolsheim est à l'origine de Sun, en tout cas pour la partie hardware. Et ensuite, il est, quelque part, on peut dire qu'il est à l'origine de Google. J'en ai parlé dans l'épisode sur les VC. Mais c'est lui qui a signé le premier chèque qui a permis à Page et Brin de sortir de leur garage. Donc lui aussi, tout seul dans son coin, il a eu une influence considérable à la fois sur les stations de travail, puis après sur les moteurs de recherche. Bravo Andy. John Postel, bon, lui c'est un illustre inconnu, mais je l'ai déjà évoqué. Il est à l'origine de TCP/IP, enfin il a participé au groupe de travail qui a défini TCP/IP, mais également le réseau DNS. C'est pas rien. Et il est notamment célèbre pour la phrase de « Soyez tolérants dans ce que vous acceptez et pointilleux dans ce que vous envoyez », qui définit le principe de robustesse en matière de fonctionnement réseau, et qui est d'ailleurs appelé le principe de Postel, et ça n'est que justice. Merci John. Éric Raymond, alors lui, c'est un des théoriciens de l'open source. Alors bien sûr, on pourrait évoquer Richard Stallman, Linus Torvald, etc., etc. Mais lui, il a rédigé un livre qui s'appelle La cathédrale et le bazar, qui permet en quelque sorte de poser les bases théoriques du mouvement open source pour le différencier du free software, c'est-à-dire les logiciels gratuits. Et c'est lui qui a édicté tous les principes vertueux qui font que l'open source bénéficie à tout le monde. Donc c'est très important et on lui doit beaucoup, il méritait d'être cité. Alors, Tim Berners-Lee, lui, c'est pas un inconnu, il est très connu, mais malgré tout, il faut quand même rappeler qu'on lui doit le web, et on lui doit le web grâce à son acharnement à ne pas écouter les conseils des spécialistes des systèmes hypertextes, qui lui disaient systématiquement, quand il présentait son idée, ouais, mais il faut une base de données centralisée des liens parce que sinon on risque d'avoir des liens cassés. Et le fait qu'il ait accepté les liens cassés, c'est-à-dire les fameux erreurs 404, les fameuses erreurs 404, bien ça a permis au web de se développer parce que c'était moins contraignant et c'était plus résilient. Bon bah on a simplement l'erreur 404 s'il manque une page à l'adresse supposée, mais bon c'est pas si grave. Le système s'effondre pas, le réseau n'est pas bloqué. Et donc, grâce à cette prescience extraordinaire, on lui doit le web, et rien que pour ça, il méritait d'être cité encore une fois. Louis Monnier, un Français peu connu, et pourtant il est à l'origine du moteur de recherche AltaVista, très connu, très célèbre dans la deuxième moitié des années 90. AltaVista était un démonstrateur des capacités techniques de digital, qui était son employeur, et AltaVista a disparu pratiquement avec la disparition de DEC. Mais Louis Monnier a ouvert la voie pour ensuite les travaux de Page et Brin de Google,
qui ont repris le flambeau et ont été plus loin. Mais quelque part, c'est grâce à lui. Donc ça valait le coup de le mentionner. Jonathan Abrams, eh bien, c'est tout simplement le fondateur de Friendster en 2002. Et c'est lui, c'est à travers Friendster, que la vague des réseaux sociaux, et j'en sais quelque chose, a été lancée. Bon, certes, Friendster, l'histoire s'est mal terminée, mais n'empêche, c'est lui qui est à l'origine, et pour ça, il méritait d'être mentionné. Ah, Rasmus Lerdorf. Alors lui, il est bien sûr bien moins connu que Linus Torvald, d'autant plus qu'il n'est pas finlandais, il est danois. Mais il est à l'origine des 2 premières versions de PHP. Il a lancé PHP. PHP qui était le P de la pile LAMP. LAMP pour Linux, Apache, MySQL et puis PHP. Aujourd'hui, on a remplacé PHP par Python, qui, ça tombe bien, commence aussi par un P. Mais PHP est encore très utilisé. Par exemple, WordPress est développé en PHP. Et bon, donc c'est ce gars-là, c'est ce petit binoclard souriant, qui est à l'origine de PHP, et donc pour cette raison-là, il méritait de faire partie de notre galerie de portraits du jour. Voilà, j'en ai terminé pour cet épisode et pour cette série. 33 épisodes, merci de votre attention. J'espère que chaque épisode vous a apporté quelque chose, et dans ce cas-là, l'effort que j'ai fourni pour les produire valait largement la peine. Merci, au revoir et à bientôt.